Bonjour à tous. En faisant un peu une rétrospective des différentes vidéos que j'ai publiées jusqu'à présent, je crois qu'il y en a une quinzaine, je me rends compte que je vous ai déjà fourni pas mal de formules avec leurs unités, pas mal de points de repère, de choses importantes, des choses dont vous allez avoir besoin quand vous voulez calculer un circuit. Et quand j'étais étudiant, nos profs nous obligeaient à rédiger ce qu'on appelait à l'époque un formulaire, donc c'est un petit carnet dans lequel discipline par discipline, on notait les formules, les unités et les choses vraiment importantes. C'est le genre de petit carnet qu'on pouvait reprendre lorsqu'on devait calculer un circuit et on avait directement la bonne formule avec les unités, etc. Donc je me propose de faire la même chose et donc toutes les 5 ou 6 vidéos, j'ai l'intention de publier un petit résumé, donc que j'appellerai formulaire ou résumé ou peu importe, qui vous permettra d'accéder très facilement donc, à toutes les formules dont vous pouvez avoir besoin quand vous voulez calculer quelque chose. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette formule de vidéo, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, parce que ça prend quand même pas mal de temps à rédiger. Donc j'attends vos commentaires et je vous souhaite une belle vidéo. Pour ce premier épisode de la série résumée, j'ai pris les vidéos EP01 jusqu'à EP06. Donc dans EP01, on avait étudié les résistances, on avait vu la loi d'Ohm, que je vous mets ici, avec ses différentes unités. On avait vu le calcul de la puissance dissipée par la résistance, et donc avec son unité. Ensuite, on a vu le partage des tensions dans un assemblage de 2 résistances en série, et le partage des courants dans un assemblage de 2 résistances en parallèle. On avait vu aussi comment calculer la résistance équivalente de plusieurs résistances montées en série ou plusieurs résistances montées en parallèle. Dans EP02, on avait étudié le pont diviseur de tension, et là on voyait qu'à partir d'une tension d'entrée, on pouvait obtenir une certaine tension de sortie, fixe ou réglable, en fonction de la valeur des 2 résistances R1 et R2. On avait aussi vu que si on connaissait la tension d'entrée et qu'on voulait une certaine tension de sortie, on pouvait calculer les résistances R1 et R2, à condition, bien entendu, de définir un courant de circulation dans le pont. On avait vu aussi que lorsqu'on va charger ce pont diviseur, eh bien, on va devoir tenir compte de la résistance équivalente R2, R3 pour pouvoir calculer sa tension de sortie. Dans l'épisode numéro 3, on avait étudié les diodes. Donc, on a vu la diode de redressement, les diodes Zener, la diode Schottky et le pont de Gratz, qui est un assemblage de diodes de redressement. Alors le fonctionnement de la diode, eh bien, quand elle est polarisée en direct, elle conduit avec une chute de tension de l'ordre de 0,4 à 0,6 volts pour une diode silicium. Par contre, quand on la polarise en inverse, elle ne conduit pas. Pour la diode Zener, c'est un peu différent. En direct, la chute de tension est un tout petit peu plus élevée. Par contre, en inverse, il y a ce qu'on appelle l'effet Zener. Donc à partir d'une certaine tension, vous avez la tension Zener qui va apparaître. On a vu ensuite le redressement simple alternance. Donc si on prenait une diode de redressement au silicium, on voit bien apparaître justement cette chute de tension de 0,4 à 0,6 volts. Donc on voit ici qu'on a une tension crête de l'ordre de 2,48 volts et quand c'est redressé, on a une tension de l'ordre de 2,08 volts. Donc on a à peu près 0,4 à 0,5 volts de chute de tension. On avait fait la même chose avec une diode Schottky et là on s'était rendu compte que la chute de tension était beaucoup plus faible. On a vu aussi le redressement en double alternance, donc à partir d'une sinusoïde, donc d'un signal alternatif, qui est égal à 20 volts crête. Lorsqu'on redresse double alternance, donc on a toutes les alternances qui passent au-dessus de la barre 0, mais on voit qu'on a une chute de tension de l'ordre de 1,2 à 1,4 volts, puisque on avait vu que dans le pont de Gratz, on a à chaque fois 2 diodes qui sont montées en série. Ensuite, dans l'épisode numéro 4, on avait vu les condensateurs, les différents types de condensateurs, les différentes familles. Donc on a une famille de condensateurs qui ne sont pas polarisés, et on a une famille de condensateurs qui sont polarisés.
Dans les non polarisés, on avait vu les condensateurs céramiques, céramique haute tension, polyester, enfin les films plastiques en général, et les céramiques en CMS. Dans les polarisés, on avait vu qu'il existait des condensateurs électrolytiques, la même chose en CMS, des condensateurs tantales, la même chose en CMS. On avait vu aussi que l'unité, donc le farad, par laquelle on exprime la capacité était très importante et donc on utilisait principalement des sous-multiples tels que le picofarad, nanofarad, microfarad et de temps en temps le millifarad, mais c'est assez rare. On avait vu la constante de temps dans un circuit RC, donc le temps qu'il faut pour charger un condensateur, c'est-à-dire le taux qui est une constante de temps, c'est égal à R fois C, et ça s'exprime en secondes. Et le temps de charge du condensateur, on considère, donc c'est T majuscule, on considère que c'est 5 fois la constante de temps taux. Et voici par exemple une courbe de charge et une courbe de décharge d'un condensateur. Et on voit bien qu'à chaque fois, il faut à peu près 5 fois taux pour arriver à 99% de la charge ou de la décharge. Ce qui veut dire qu'un condensateur n'est jamais chargé à 100%. Ensuite, on avait vu les associations en série et en parallèle des condensateurs, donc les formules qui permettent de calculer la capacité équivalente. On avait vu le condensateur de filtrage. Donc si on installe un pont redresseur à la sortie d'un transformateur, on a donc un redressement double alternance avec une tension de l'ordre de 20 volts dans ce cas-ci, donc tension crête de l'ordre de 20 volts. Ensuite, si on place un condensateur et que le circuit n'est pas chargé, eh bien on a une droite, donc une tension continue. Et si on commence à charger la sortie du circuit, eh bien on voit apparaître une ondulation. Et pour pouvoir calculer le condensateur de filtrage, on avait vu que C, la capacité, c'est égal au courant donc qui va circuler dans la sortie du circuit, divisé par l'ondulation qu'on accepte d'avoir, multiplié par la fréquence. Donc la fréquence, si vous êtes en Europe, eh bien le secteur est à 50 Hz, donc la fréquence de l'ondulation est à 100 Hz. Si maintenant vous êtes en Amérique du Nord, la fréquence est à 60 Hz, et donc l'ondulation sera à 120 Hz, puisque, étant donné qu'on a fait un redressement double alternance, on a multiplié la fréquence par 2. Ensuite, on avait étudié le SR, donc la résistance équivalente d'un condensateur, et on avait vu que le condensateur, en réalité, c'est pas seulement une capacité. Il a une résistance parallèle, il a une résistance série, qu'on appelle le SR, et il a même une petite self-série. On avait vu que le SR, c'était un paramètre important parce qu'il permettait de voir l'état de bonne santé de notre condensateur. Et donc, je vous ai mis ici un petit tableau dans lequel vous allez retrouver des valeurs en ohms de l'ESR pour certains condensateurs fabriqués pour une certaine tension. Bien entendu, ce tableau n'est absolument pas limitatif et vous en trouverez bien d'autres sur le web. Voilà, donc ceci clôture ce premier résumé sur les 6 premières vidéos qu'on avait vues ensemble. Alors, si la formule vous intéresse, eh bien, laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Et d'autre part, dans les commentaires, vous trouverez le lien pour pouvoir télécharger cette vidéo sous format PDF. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour d'autres aventures.